Bon matin tout le monde, bienvenue à En Zone Neutre. Nous sommes mardi le 15 juin. J'ai de la misère avec les dates dernièrement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce matin, je vous fais un compte rendu assez chargé de qu'est-ce qui s'est passé dans le sport hier soir, entre autres le Canadien de Montréal qui commençait sa série de troisième ronde contre les Golden Knights de Vegas et défaite du Canadien 4-1. Je reviens là-dessus, ça ne sera pas bien long, juste vous souligner ou vous rappeler que l'épisode du podcast de ce matin est une présentation de l'Auberge et Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. C'est en Outaouais pour ceux qui se demandent. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Organisez-vous des groupes. Il y a une auberge sur place. Vous pouvez coucher là-bas. Restaurant hyper bon. Donc, prévoyez tout ça. Faites-vous un beau petit week-end de golf. Ça vaut la peine à l'Auberge et Club de golf Héritage. Donc, voilà. Donc, on parle de sport ce matin. Bien des affaires que je veux vous parler. J'ai une feuille complète. Donc, les Golden Knights de Vegas qui l'emportent dans le match numéro 1, 4-1 contre le Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien de Montréal est revenu sur Terre, en fait? Est-ce qu'ils sont revenus parmi les vivants et pour se rendre compte que les Golden Knights de Vegas, c'est une maudite bonne équipe? Ben, probablement. Tout ça s'est passé devant 17 884 spectateurs à Vegas. La présentation d'avant-match était complètement folle, comme seul Vegas sait le faire dans la Ligue nationale de hockey. C'était complètement fou à croire que la COVID n'existe plus aux États-Unis. Mais c'était rafraîchissant de voir ça, un stade plein comme ça, avec des passionnés qui voulaient encourager leur équipe. C'était vraiment incroyable. Même que dans la foule, à un certain moment donné dans le match, il y a eu la vague qu'on connaît un petit peu plus au Centre Bell dans la Ligue nationale de hockey ou plutôt dans les amphithéâtres d'équipes canadiennes. Hein. C'est plus là qu'on voit la vague partir souvent. Puis là, il y a eu la vague hier au T-Mobile Arena de Vegas. J'ai vu aussi dans les gradins là, des Américains qui s'amusaient à narguer les Canadiens avec des affiches du type il y a beaucoup de bruit ici, hein, Canada, comme parce que nous, on n'a pas plus que 2500. Puis ça, c'est juste au Québec parce que dans le reste du Canada, il se passe rien. Donc, ouais, c'est ça. Les Américains se sont amusés à nous narguer un petit peu hier. Et dans cette défaite-là de 4-1, on a eu droit finalement au premier but en séries éliminatoires de Cole Caulfield en avantage numérique qui s'est retrouvé là, à la droite du filet avec la rondelle sur son bâton. Il n'a pas raté. Il avait raté un petit peu plus tôt dans le match. Une belle occasion de marquer du même style, là, si on veut, puis il a frappé l'extérieur du filet. Donc, il s'est bien repris. Là, sur ce tir-là en avantage numérique. À ce moment-là, dans le match, c'était 2-1, puis le Canadien pouvait encore croire à ses chances. Là. Le Canadien, je lis ce matin que le Canadien est revenu à la normale, a mal joué, etc., etc. Moi, je suis pas de cet avis-là, en fait. Je pense pas que le Canadien a si mal joué que ça, puis je vous amène un peu de stats pour prouver mon point. Le Canadien a distribué 52 mises en échec, donc c'est énorme. Le Canadien était là, présence physique, rapidité. En première période, c'est le Canadien, là, au début du match, qui contrôlait vraiment la vitesse de jeu de cette rencontre-là. Le Canadien a eu le début de match qu'on s'attend d'une équipe à domicile habituellement. Et c'est le Canadien qui a sorti de cette manière-là dans le match. Le Canadien a seulement été crédité, pas crédité, mais a seulement eu 5 revirements, a causé 5 revirements seulement. Donc, les Golden Knights en ont eu 2 fois plus, là, 10 revirements du côté des Golden Knights. Autant aux mises au jeu aussi, le Canadien a remporté 56% des mises au jeu contre les Golden Knights, qui est quand même une pas pire stats, là, 56%. Je veux dire, le jeu commence à la mise au jeu. Donc, si tu es capable de récupérer le disque lors des mises au jeu, ben c'est ton temps de possession qui augmente. Si ton temps de possession augmente, tu contrôles un peu plus le jeu. C'est toi qui dicte l'allure du match à ce moment-là. Donc, le Canadien n'a pas si mal fait. Là, 56%, c'est vraiment bon, surtout contre une équipe de premier plan, contre les comme les Golden Knights. Donc, tout ça pour dire, et puis ce match-là était 2-1 en grande partie là, pendant un bon bout de temps.
Et le Canadien avait ses chances, aurait pu remporter ce match-là quand même, si ça n'avait pas été aussi des prouesses de Marc-André Fleury. Fait qu'on parle souvent de Carey Price du côté du Canadien, mais le gardien adverse est capable de faire la job aussi. Et puis, on l'a vu avec Marc-André Fleury, dès le début du match, qui réalise un arrêt, un bijou contre Brendan Gallagher. Le match aurait pu être bien différent si le Canadien avait marqué sur cette séquence-là. Et il y a quelques séquences aussi que j'ai vues là, ce matin, parce que je vais vous être honnête, j'ai pas regardé la troisième période. Donc j'ai vu quelques séquences où Marc-André Fleury a fait des gros arrêts et l'allure du match aurait pu être bien différente, autrement dit. Donc les Golden Knights prennent l'avance 1-0 dans cette série-là. Le prochain match sera disputé mercredi soir, toujours à 21h, et avant de s'en venir là, vers le Centre Bell vendredi soir. Et les matchs au Centre Bell vont être disputés vendredi et dimanche à 20h. Donc, c'est quand même un peu plus tard. Mais ça va être tout intéressant. Là, je ne crois pas que le Canadien va se faire éliminer en 4, malgré tout. Je crois que le Canadien, lorsqu'il arrivera au Centre Bell, idéalement, il faudrait qu'il ait été chercher une victoire à Vegas demain soir. Mais si ce n'est pas le cas, le Canadien devrait être capable d'aller en gagner au moins une au Centre Bell à domicile. On les a vus primés par ça. Et il ne faudra pas oublier aussi l'impact que la blessure de Jeff Petrie peut avoir présentement. Et s'il revient au jeu, son impact positif sur la formation pourrait causer, pas des maux de tête, mais peut-être aider plus qu'on le pense le Canadien à remporter au moins 1 ou 2 matchs dans cette série-là. J'avais dit les Golden Knights en 5. Ça, c'était mon côté très réaliste, mon côté chauvin envers l'équipe canadienne qui nous reste m'avait fait dire les Canadiens en 7. Ça va prendre vraiment des belles performances, de Carey, des belles performances de toute l'équipe pour réussir à aller en 7 dans cette série-là, parce que on a vu hier qu'à partir du moment où les Golden Knights sont capables de prendre une avance, là, ils jouent avec confiance. Et cette équipe-là, est-ce que c'est la bonne année? Je pense que s'ils passent cette ronde-là contre le Canadien, d'après moi, c'est les futurs champions de la Coupe Stanley qu'on a devant nous. Donc, à suivre. Hier, on apprend aussi que les Blue Shirts, les Rangers de New York, ont engagé Gérard Galland comme entraîneur-chef. Je crois que c'est l'entraîneur qui est le plus convoité et il en est à sa 4e équipe, Gérard Galland. Et on se demande un peu pourquoi. Il était à la barre des Golden Knights de Vegas, a fait du fichu de bon travail, les a amenés en finale de la Coupe Stanley à sa première saison. Ensuite de ça, a été congédié par les Panthers de la Floride, alors que l'équipe allait plutôt bien, c'était pas la catastrophe du côté des Panthers, avait été remercié d'une façon plutôt cavalière, c'est-à-dire un taxi qui l'avait droppé à l'hôtel, puis c'est là que, en tout cas, bref, il avait appris un peu mal, si on veut, là, mais ça, c'était, puis je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'est un petit peu ce qui se passe, la dynamique avec les Panthers de la Floride, ça n'a pas toujours été A1 comme organisation, on s'entend. Donc, est-ce que ça va être bénéfique à Alexis Lafrenière? Je pense que oui. Je pense que s'il y a un coach là, qui peut... c'est tout un coach, Gérard Galland. Là. Je pense pas que ça, c'est contesté. Là. Donc, je pense qu'il va faire du bon travail. Les Rangers de New York, là, malgré le fait qu'ils n'ont pas fait les séries cette année, c'est toute une formation de hockey quand même. Là. On s'entend, là, ils ont été privés de leur meilleur joueur, là, leur meilleur marqueur, Artemi Panarin, pendant quelques matchs cette saison, en plus de devoir se passer de Mika Zibanejad qui a eu la COVID puis que ça a été tough dans son cas et tout. Donc, cette équipe-là, quand elle sera en santé, elle est probablement meilleure que ce qu'ils ont démontré là, dans la dernière saison. Donc, à suivre, mais je pense que Gérard Galland va ramener les Rangers en série. Ça c'est un minimum, ça, c'est quasiment assuré. Baseball, Vladimir Guerrero Jr. est-il le MVP de cette saison-là jusqu'à présent? Hier soir, j'en avais parlé hier matin, là, les
Les Blue Jays l'avaient emporté 18-4 dans un festin offensif où tout le monde avait bien frappé. Et là, hier soir, c'est un match un petit peu plus... un peu à plus bas pointage et tout ça. Et en début de 9e, c'est 1-0 pour les Red Sox. Et Vlad Jr. se présente à la plaque avec 2 retraits et crée l'égalité d'un seul élan. Une balle qui a traversé le stade, qui a passé par-dessus le monstre vert et qui s'est retrouvé là, à l'extérieur du stade. 22e circuit pour Vlad dans cette saison-là. Et on peut se demander combien il va en frapper cette saison. Est-ce qu'il va en frapper plus que 50? En tout cas, c'est bien parti pour ça. J'ai bien l'impression que ça va être une formalité pour Vlad de frapper plus de 50 circuits. Et là, quand on regarde ses stats, on a des stats de MVP en ce moment. Là. On a un gars qui frappe 22 circuits, 56 points produits jusqu'à maintenant. Moyenne au bâton de 346, qui est énorme. Un pourcentage de présence sur les sentiers à 451. Et une stat qui est de plus en plus regardée là, par tous les analystes de baseball, c'est le WAR. Le WAR qui est à 3.8. Un WAR à 3.8, on s'entend là, au-dessus de 4, c'est un WAR de All-Star, de Superstar All-Star, je ne sais pas comment le dire. Et Vlad qui est à 3.8 dans une équipe qui a bousillé des avances. Là, on s'entend, il aurait dû avoir un taux de victoire plus élevé du côté des Blue Jays. La relève, à certains moments donnés, a bousillé des avances quand même confortables, des bonnes prestations de lanceurs partants. Et les Blue Jays devraient se retrouver avec 4 ou 5 victoires de plus là, cette saison si ça n'avait pas été de la relève. Et on peut penser que Vlad Jr. serait au-dessus de 4 en ce moment là, si ça n'avait pas été de ça. Et sa contribution à l'équipe est grandiose. Là, je veux dire, c'est des stats de MVP de saison qu'on a là. Il est premier dans la colonne des circuits, premier dans la colonne des points produits, deuxième au niveau de la moyenne. Et quand on regarde présentement qui frappe les longues balles dans le baseball majeur au complet, ben c'est les juniors qui dominent. Hein? C'est Vladimir Guerrero Jr. suivi de Fernando Tatis Jr. et de Ronald Acuna Jr. Donc, c'est les 3 premiers au niveau des circuits. C'est les juniors. Puis ça frappe. C'est des juniors qui frappent comme des seniors, on va se le dire. Fait que c'est super intéressant. Malgré que les Blue Jays ne remportent pas tous les matchs, là, la plupart des matchs sont vraiment disputés. C'est excitant. Là. Si vous n'avez pas regardé une game de balle là, depuis 10 ans, là, puis que vous pensez encore que le baseball c'est plate puis que ça dure 6 heures de temps là, puis qu'il se passe rien. Regardez un match des Blue Jays contre les Yankees, là, ça commence une autre série qui commence ce soir. Là. Vous allez en voir de la longue balle puis des coups sûrs, moi je vous le garantis, puis vous ne trouverez pas ça plate une game de balle, ça c'est assuré. D'ailleurs, la Ligue de balle molle que je gère ou que je m'occupe commence ses activités ce soir. Donc, on va voir des longues balles aussi à Saint-André-Avelin en Outaouais. Fait que salutations à tous les joueurs de la Ligue puis à tout le monde, tout le monde qui est impliqué. Bien hâte de tous vous revoir puis de retrouver les champs de balles, comme on dit. Bien hâte de ça. L'Euro 2020, même si on est en 2021, vous savez, l'Euro n'a pas pu être disputé l'année passée, donc ça se dispute cette année. Et hier avait lieu, là, c'était la 4e journée d'activité. La République tchèque l'a emporté 2-0 contre l'Écosse. Ça se passait en Écosse. Hein? On a vu quelques kilts dans les estrades. L'Écosse qui s'est finalement qualifiée après des années et des années d'essais, a finalement réussi à se qualifier pour l'Euro. Et d'ailleurs rentre dans l'Euro pas nécessairement comme une équipe négligée, là, comme une équipe qui aurait des chances de remporter son pool. Mais là, ça a commencé avec une défaite de 2-0 contre la République tchèque hier d'entrée de jeu. Ensuite de ça, la Slovaquie l'a emporté 2-1 contre la Pologne et l'Espagne contre la Suède. Peut-être une surprise dans ce match-là. Ça s'est terminé 0-0, match nul. On s'attendait peut-être à une victoire de l'Espagne. Par contre, les Suédois, c'est pas une vilaine équipe. Là. Les Suédois sont là et puis ça s'est terminé 0-0. Donc, voilà pour ce pool-là. Aujourd'hui, c'est l'entrée en matière là, du groupe de la mort.
Nord, le pool F, où est-ce qu'on retrouve la France, l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Portugal-Hongrie à midi et à 15h, les Bleus qui commencent leur tournoi contre l'Allemagne. Donc, on va suivre ça de très près. Et hier, j'ai dit à peu près n'importe quoi là, en disant, bon, les Français sont champions défendants. En tout cas, j'avais pas l'information. Je l'ai pris l'information. Donc, c'est le Portugal, en fait, qui est champion défendant de l'Euro. Les champions de l'Euro en 2016 étaient le Portugal. Ils avaient remporté une victoire contre la France de 1-0. Donc, les Portugais sont champions défendants de l'Euro et la France est championne du monde. Donc, à la Coupe du monde 2018, on se rappelle, les Français avaient battu la Croatie qui s'était retrouvée là, pas nécessairement par surprise parce que ils ont dans leur équipe un gars qui s'appelle Luka Modric qui était à ce moment-là probablement le joueur le plus hot sur la planète. Là. Bon, la France l'avait emporté 4-2 contre la Croatie en finale, mais ça avait été toute une demi-finale contre les Belges. La France l'avait emporté 1-0 et l'Angleterre s'était fait battre à ce moment-là 2-0 par la Croatie. Et la demi-finale, mais le match pour la troisième place là, avait opposé la Belgique et l'Angleterre dans tout un match. Vraiment un match qu'on aurait pu voir en finale parce que les Belges et les Anglais étaient super forts à ce moment-là aussi. Et la Belgique l'avait emporté 2-0 contre l'Angleterre. Donc voilà, c'est ça qui s'était passé en 2018. Puis c'est eux autres, c'est ça les champions défendants là, de chacun des tournois. J'avais dit à peu près n'importe quoi. Je me souviens pas que j'ai dit hier, là, mais je pense que j'avais dit que la France était champion défendant à l'Euro, mais c'est le Portugal en fait. Donc voilà. Je suis pas le plus grand connaisseur non plus. Pas le plus grand connaisseur de soccer, mais puis de foot. Mais je vais vous le dire, c'est l'Euro et la Coupe du Monde, c'est tout le temps des tournois que je suis un peu. J'encourage les Bleus, bien sûr, vu que je suis de descendance française et que je me suis accroché un peu à cette équipe-là à partir de 98 quand ils ont remporté justement les deux tournois, là, la Coupe du Monde et l'Euro à ce moment-là. US Open au golf, ça se passe à Torrey Pines, ça commence jeudi, j'en ai parlé un petit peu hier, ça va être tout un tournoi et Torrey Pines, c'est un terrain très difficile, donc c'est pas un terrain facile, on devrait pas voir des pointages très bas. Et pourquoi j'en parle ce matin, c'est que Johan Benson, qu'on peut entendre à RDS, qui est l'analyste du golf de la PGA à RDS, et qui est professionnel au club de golf Le Mirage, donne des cours, on peut le suivre sur Facebook avec sa communauté Facebook, là, donc puis on le voit très présent, il nous joue des rondes directement là, c'était live, il joue quelques trous sur Facebook avec des invités, tout ça, super intéressant. Et hier, on lui a posé la question sur sa communauté, quel est ton trou préféré à Torrey Pines? Et il a répondu le 18e parce que tu as finalement fini après. Donc ça donne une bonne idée sur comment difficile est ce terrain-là. Et ça va être tout un tournoi. Les images à Torrey Pines sont incroyables. C'est sur le côté du Pacifique à San Diego, là, et c'est directement sur le côté de l'eau. Un peu comme les paysages qu'on peut voir quand on voit les tournois à Pebble Beach. Là, ben, c'est un peu le même principe à Torrey Pines. Vraiment, quand le vent se met de la partie à cause justement de la proximité avec l'océan, ça donne un peu des maux de tête aux golfeurs. Fait que ça va être super cool. Et le US Golf Association, là, USGA, a tendance à vouloir voir ces golfeurs avoir de la misère. Souvent, les parcours, là, quand on choisit le parcours du US Open, là, la USGA qui décide souvent d'y aller avec des parcours impossible, des parcours où le vent se met de la partie, des greens rapides, du rough le plus long possible. On veut vraiment créer quelque chose de difficile pour les golfeurs et on réussit pas mal souvent dans les tournois du Grand Chelem, là, dans les tournois majeurs de golf. Là, généralement, les scores les plus hauts, ça va être au US Open. Donc, à suivre, c'est intéressant. C'est le fun de voir de temps en temps des professionnels de golf avoir de la difficulté comme nous, on peut en avoir sur le parcours. Donc, c'est sûr que c'est pas les terrains qu'on joue nous autres, mais quand même.
Bonne nouvelle du côté de la Ligue canadienne de football. On a annoncé hier que la saison allait commencer comme prévu le 5 août. C'est ce qu'on avait prévu là, il y a quelque temps, là, au début, au printemps, en fait, on avait annoncé ça, mais c'était toujours relatif à les mesures en place au niveau du confinement, etc. Et là, il va y avoir une saison à partir du 5 août et on annonce qu'il va y avoir des partisans dans les gradins. Donc, à suivre, on va voir comment ça va se passer de ce côté-là. Est-ce qu'il va y avoir une limite? Comment ça va se passer? On n'a pas de détails pour l'instant. Par contre, ça a été annoncé hier et les dirigeants de la Ligue sont vraiment hype, là, sont vraiment contents de pouvoir annoncer qu'il va y avoir une saison. Donc, à suivre, les Alouettes, les Red Blacks d'Ottawa, pour ceux qui sont dans la région de Gatineau-Ottawa. On va suivre ça de très près parce que j'ai redécouvert ce sport-là. J'ai redécouvert ce sport-là il y a 2 ans en ayant des billets de saison là, aux Red Blacks. Et c'est un happening. C'est le fun d'aller sur place voir les matchs et tout. Donc, si ça peut recommencer, c'est clair que je vais aller voir au moins un match. Ça, c'est définitif. Je termine avec la NBA. La NBA sont en série présentement et c'est la deuxième ronde. On a droit à 4 séries. Une qui est terminée déjà. Donc, les Suns de Phoenix l'ont emporté en 4 matchs contre les Nuggets de Denver. Ça n'a pas été long. 4 matchs, c'est terminé. Et dans toutes les autres séries, là, les 3 autres séries, là, les fiches là, dans la série, c'est 2-2. Donc, les Clippers qui affrontent le Jazz, c'est 2-2. Les Bucks qui affrontent les Nets de Brooklyn, c'est 2-2. Les 76ers contre les Hawks d'Atlanta, c'est 2-2 aussi. Donc, les Suns sont en attente de voir comment ça va se passer. Hier, justement, victoire des Hawks d'Atlanta pour créer l'égalité 2-2. Malgré les prouesses de Monsieur Playoff dans la NBA, Kawhi Leonard qui a aidé les Raptors de Toronto à remporter le championnat il y a 2 ans déjà. Et maintenant avec les 76ers, tente encore de remporter un championnat. J'ai pas vu vraiment les matchs, là, mais je sais qu'il y a un beau hype là, pour ces séries-là là, qui sont égales présentement. C'est bon pour le basket de voir des équipes qui sont coude à coude, là, qui sont à égalité dans les séries. Donc, voilà. Je vous donne un petit compte-rendu là-dessus dans les prochains jours quand on va avoir du développement, là, voir qui va s'affronter justement dans les demi-finales. Ça va être intéressant au bout. Alright, ce soir 20h, c'est le deuxième match entre les Highlanders et le Lightning de Tampa Bay. Il ne faut pas manquer ça parce que les Highlanders l'ont emporté dans le premier match. Le Lightning, une belle formation, bien équilibrée, tout ça. Les matchs sont présentement à Tampa Bay. J'ai comme l'impression que le Lightning ne se laissera pas, ne laissera pas les Highlanders prendre l'avance 2-0 dans cette série-là. Donc, à suivre ce soir 20h, manquez pas ça. Très bon match de hockey. Sinon, les Blue Jays affrontent les Yankees. Ça va être du bonbon aussi. Et aujourd'hui, à l'Euro, manquez pas ça. À midi, le Portugal contre la Hongrie. Et à 15h, les Allemands contre les Français. C'est le match que je vais suivre en particulier. Donc, voilà. Bonne journée de sport, tout le monde, et bonne journée en général. On se reparle demain matin. Ciao!